Bonjour à toutes et à tous. Je voulais déjà remercier Mme Jenny Grandény pour avoir organisé ce colloque cet après-midi. Et bien sûr aussi Nathalie Sonac qui l'a rendu possible par son accueil et par, j'imagine, la qualité de son intervention en fin de colloque. On va régler le micro, ça va aller mieux. En introduction des tables rondes de cet après-midi, je tiens à vous témoigner de l'attention et de l'engagement porté par Monsieur le Président Roch-Olivier Maistre et tout le collège de l'ARCOM à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique. L'ARCOM, en tant qu'autorité indépendante de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, veille à l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des publics, dans le cadre d'une mission de protection des enjeux de cohésion sociale et des principes démocratiques dans les espaces audiovisuels et numériques. L'évolution et l'accélération des nouvelles technologies, des services et les usages numériques de plus en plus nombreux modifient considérablement notre manière de réfléchir et d'agir en tant que citoyens. Notre monde a été transformé par des technologies numériques permettant des connexions instantanées, sollicitant constamment notre attention via les médias sociaux, entre autres, et l'accès à de vastes quantités d'informations. Nous sommes donc confrontés à une hyper-information constante, à un phénomène bien documenté de fatigue informationnelle, et nous devons plus que jamais être capables de décortiquer l'information disponible, d'exercer notre sens critique, de trier ce qui est porté à notre attention, et de sortir des bulles de filtrage où on voit que ce que l'on croit. Il ne faudrait pas pour autant diaboliser l'Internet et toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent de rester en contact avec nos proches dispersés aux quatre coins du monde, mais aussi un accès sans précédent à la diversité des cultures et des connaissances, à l'intelligence collective, à la recherche médicale et scientifique. Avec malheureusement en contrepoint le développement aussi de risques systémiques, comme l'exposition massive des jeunes à la pornographie, le cyberharcèlement, la haine en ligne, le piratage de contenus culturels et sportifs, la collecte massive de nos données par des entreprises privées pour développer la publicité programmatique et bien d'autres. Ce constat nous oblige à développer pour chaque citoyen une maîtrise et une connaissance des atouts et des dangers des usages numériques et à veiller à ce que certains ne se sentent pas impuissants, voire déclassés face aux usages du numérique. Apprendre à naviguer dans des environnements numériques est donc nécessaire et nous demande un engagement responsable, actif et respectueux pour que ces espaces nous permettent de continuer à faire société. C'est tout l'enjeu de l'éducation à la citoyenneté numérique. Faire comprendre à chacun que nos actions dans le monde en ligne ont un impact sur nos vies, notre société et les valeurs démocratiques que nous partageons. En janvier 2022, la création de l'ARCOM a permis de mettre en place un régulateur dédié à la communication numérique. Le champ des missions d'éducation aux médias et à l'information du régulateur s'est étendu à la sensibilisation au respect des droits sur Internet pour lutter contre le piratage et plus largement à la citoyenneté numérique pour combattre les fausses informations et les pratiques illicites. L'ARCOM agit au sein d'un pôle d'acteurs variés dans le développement et la promotion de la citoyenneté numérique. Notre action s'inscrit en partenariat ou en complément des nombreux acteurs institutionnels, privés, associations, médias qui se mobilisent sur cet enjeu. Toutes les démarches entreprises par les uns et les autres ont un objectif commun, celui d'accélérer et d'amplifier la formation des jeunes, des enseignants, des parents, des adultes, pour que chaque citoyen puisse avoir accès, comprendre et jouer son rôle dans un espace numérique pacifié et favorisant le vivre ensemble. Aux yeux de l'ARCOM, la citoyenneté numérique est au cœur des enjeux actuels de la vitalité de la démocratie, avec ses deux composantes que sont la liberté et la responsabilité de chaque citoyen numérique. La régulation ne suffit pas sur les plateformes. Il faut aussi
que les usages changent et cela passe par l'éducation à la citoyenneté numérique. L'action de l'ARCOM porte sur 2 cibles bien identifiées. Tout d'abord, les opérateurs, soumis soit à la supervision ou à la régulation de l'ARCOM qui concerne les médias audiovisuels et les plateformes en ligne, mais aussi une cible qui est le grand public, avec un accent particulier porté sur la jeunesse, avec pour objectif la formation du citoyen numérique, qu'il s'agisse des encadrants, enseignants, parents, adultes, pour qu'ils se protègent et protègent au mieux les enfants, ou aussi des enfants eux-mêmes pour qu'ils apprennent à être des citoyens à part entière et donc aujourd'hui aussi à être des citoyens numériques. L'action de l'ARCOM est construite autour de 3 piliers. Un premier pilier d'éducation par les médias. En ce sens, l'ARCOM incite les médias eux-mêmes à s'impliquer pour expliquer leur métier et proposer des contenus pédagogiques à destination des enseignants. Ainsi, la plupart des chaînes de télévision, de radio, les plateformes en ligne et les réseaux sociaux ont des obligations ou ont pris des engagements volontaires en matière d'éducation aux médias et à la formation et à la citoyenneté numérique. L'ARCOM est là pour valoriser les actions que ces médias mènent au sein d'un rapport qu'elle publie tous les ans au mois de novembre. L'ARCOM met aussi également à leur disposition des études qu'elle produit sur de nombreux sujets liés à l'EMI et à la citoyenneté numérique. Ensuite, l'ARCOM encourage à l'éducation par l'usage des médias. Il est souvent bien plus parlant, notamment pour des élèves, de se placer dans la peau d'un journaliste, d'un rédacteur en chef, d'un réalisateur, d'un créateur de contenu, pour comprendre sa responsabilité, mais aussi pour identifier ses droits. Animer une web radio, une web TV ou encore créer un web documentaire sont autant d'expériences qui éveillent aux droits et obligations de chacun. Enfin, dans un 3e pilier, l'ARCOM mène en propre des actions d'éducation aux médias en expliquant son rôle de régulateur et le cadre juridique dans lequel les médias audiovisuels et numériques évoluent. Il s'agit pour l'ARCOM d'expliquer les limites de la liberté d'expression et de communication et les outils législatifs et juridiques qui lui permettent d'agir pour protéger les publics, pour faire respecter l'ordre public. Avec aujourd'hui de nouvelles réglementations européennes qui vont permettre d'agir face aux risques systémiques liés aux usages des plateformes extra-européennes. L'ARCOM se doit d'expliquer également les enjeux de représentation. En effet, ce que les médias donnent à voir peut influencer le public et la manière de faire société. Il est donc impératif d'en avoir conscience pour mieux déjouer les risques de représentation stéréotypée et discriminante. L'ARCOM produit donc des ressources, notamment co-construites avec des enseignants, sur des thèmes comme la liberté de communication et ses limites, les enjeux d'égalité, l'usage responsable des écrans et bien d'autres. Pour porter cette vision, l'ARCOM peut compter sur ses 16 délégations territoriales, en métropole et dans les territoires aussi ultramarins, dont l'antenne parisienne qui est à l'initiative de cette journée d'échange. Ce maillage territorial est fondamental, car il permet de parcourir le dernier kilomètre pour mettre en place les actions qui vont permettre à chacun d'être un citoyen à part entière dans l'espace numérique. Ce maillage territorial a, on le reconnaît, 2 avantages. Un avantage quantitatif, car il porte la possibilité d'une plus importante et une plus large diffusion sur l'ensemble du territoire, et qualitatif, grâce à une forte capacité de diffusion au plus près de l'écosystème et des publics concernés. La connaissance des délégations territoriales de l'écosystème local de l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique permet aussi de faire remonter les besoins spécifiques à chaque territoire. Et nous tenons beaucoup à cette écoute permanente des attentes de chaque territoire et pour ne pas être toujours dans une posture descendante. Cela permet aussi le suivi et le dialogue constant avec les radios, TV locales qui jouent un rôle très important auprès d'une grande diversité de publics qui ont parfois pas ou peu accès à ce type de formation. Par l'usage des médias, en contribuant à l'encouragement des médias scolaires et à l'autorisation de radios temporaires,
L'ARCOM, grâce à ce mariage territorial, a également un impact important. L'ARCOM met en œuvre aussi des actions d'éducation média avec des interventions dans les établissements, dans les colloques, dans des rencontres et l'organisation d'événements pour favoriser le déploiement des missions de l'ARCOM et la diffusion de ses ressources. Sachez enfin que l'ARCOM envisage son action également tirant profit des expériences européennes et internationales et qu'elle s'associe ainsi régulièrement à des travaux avec ses homologues dans le cadre de réseaux de régulateurs, que ce soit au niveau européen ou francophone. La citoyenneté numérique ne connaît pas de frontières. Il est important d'unir les forces et les réflexions pour agir au mieux dans l'intérêt de tous. Pour finir, cette journée de réflexion et de débat participera à tout notre travail de veille pour continuer à améliorer et élargir les axes prioritaires d'action de l'ARCOM et les ressources liées à l'éducation à la citoyenneté numérique et pour les adapter à l'évolution constante des technologies et des usages, comme le montrent aujourd'hui les nouvelles questions liées au développement de l'intelligence artificielle. C'est tous ensemble et au niveau local, national et international que nous apporterons les outils nécessaires à chaque citoyen pour faire société dans l'univers numérique. Et je vous remercie tous très sincèrement d'être présents pour partager vos réflexions et vos connaissances qui ne peuvent qu'enrichir ce débat. Merci beaucoup. Je vais essayer de caler autrement. Bien, comme vous avez vu dans le programme, après l'intervention du président Jeanneney, on aura trois interventions et on garde à chaque fois un bon quart d'heure pour questions-réponses, parce qu'il faut que ça soit un petit peu vivant avec la salle. Vous êtes là, questions-réponses ou pas forcément questions, remarques, débat. Voilà. Alors, on ne présente plus, selon la formule consacrée, on ne présente plus Jean-Noël Jeanneney, qui est historien, professeur émérite des universités, ancien président de Radio France, PDG, et de Radio France Internationale à l'époque, de RFI, ancien secrétaire d'État, plusieurs fois d'ailleurs, et entre autres secrétaire d'État à la communication. Alors, président, l'éducation aux médias, l'éducation à la démocratie par les médias. Eh bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, je n'ai pas hésité un instant lorsque l'amitié de Philippe Manac m'a convié à vous rejoindre. J'avais toutes sortes de motifs d'en être heureux et de vous remercier d'avoir eu l'idée de m'inviter ici. D'abord parce qu'il s'agit de l'ARCOM, Madame la Présidente, qui est la fille ou la petite fille, enfin, je ne sais pas comment préciser cette généalogie, de la haute autorité pour laquelle je garde infiniment de gratitude et de considération et de reconnaissance pour le rôle qu'elle a joué comme première instance constituant un sas entre le pouvoir politique et les grands organes de diffusion de la télévision et de la radio. Donc, aussitôt, il m'est paru indispensable de répondre à votre invitation et de surcroît, vous me conviez à évoquer en un quart d'heure, me dites-vous, quelques problématiques concernant la thématique des relations entre l'éducation à la démocratie et les médias. En fait, je pense que si nous étions, je prends forcément un peu de profondeur de champ puisque je suis historien, vous avez couru votre risque, je me place trentaine d'années en arrière. Rappelez-vous Fukuyama, rappelez-vous ce qui nous venait de l'autre côté des États-Unis quant à la démocratie, qui était destinée par une sorte d'effet comme une huile qui se répand sur une toile cirée, à gagner progressivement l'adhésion de tous les peuples de la nation. C'était évidemment, nous le savions déjà et nous l'avons mesuré depuis, une farivole et une forfanterie de le penser. Et nous voyons au contraire aujourd'hui, après 3 décennies, à quel point la démocratie est désormais fragile tout autour de la planète. Et c'est une donnée, je crois, que vous aurez l'occasion, lors de ces rencontres, de rappeler largement, malheureusement. Jamais le mot qu'on prête à Raymond Aron à propos de Giscard d'Estaing n'a été mieux venu. Vous savez, il avait dit un jour, semble-t-il, à propos de Giscard d'Estaing, président de la République, ce jeune homme ne sait pas que l'histoire est tragique.
Nous savons, en vérité, nous savons à quel point la démocratie est une chose fragile, et c'est pourquoi une réflexion telle que celle que vous nous invitez à développer aujourd'hui me paraît fort bienvenue, puisque dans la marche de cette démocratie, on le sait depuis l'Antiquité grecque, la diffusion de l'information, la formation par cette information des futures citoyennes et des futurs citoyens est évidemment essentielle. Et c'est à ce propos que je voudrais vous proposer, sans ambition autre que d'être un peu général, quelques réflexions qui me sont venues en songeant à notre rencontre. Je parlais, c'est toujours un peu ma pente, vous savez peut-être, de dire n'exagérez pas l'inédit, en dépit de cet élément fondamental qui va être au cœur de vos rencontres de cet après-midi, c'est-à-dire l'arrivée des nouveaux médias. Je vais y venir tout à l'heure. Au dépit de cela, il y a des continuités, il y a des permanences. Et je ne me lasse pas personnellement de relire le rapport, vous le faites aussi probablement après chaque petit déjeuner, le rapport d'Eugène Pelletan, rapporteur de la loi splendide, solaire de 1881, rapporteur au Sénat, Pelletan qui disait ceci, vous allez voir que beaucoup de choses sonnent encore actuelles. Je le lis, c'est une un peu longue citation, mais qui mérite, je crois, d'être rappelée. La presse à bon marché, disait-il, est une promesse tacite de la République au suffrage universel. La presse, cette parole présente à la fois partout et à la même heure, grâce à la vapeur et à l'électricité, peut seule tenir la France tout entière assemblée comme sur une place publique et la mettre heure par heure, jour par jour, dans la confidence de tous les événements et au courant de toutes les questions. Je dis bien quel substantif il suffirait de remplacer pour que nous nous sentions assez familiers d'Eugène Pelletan, père de Camille, enfin je n'insiste pas sur ces dynasties républicaines. L'essentiel de ce que nous devons, me semble-t-il, rappeler, c'est qu'à aucun moment on ne peut dissocier démocratie et médias. C'était vrai en 1881, dans la conscience de nos pères fondateurs de la très belle Troisième République, que je ne me lasse pas de défendre contre un certain nombre de gens qui s'en prennent à elle. Il y avait vraiment cette conviction-là, qui peut encore, je crois, irriguer nos réflexions, nos débats, nos conversations et nos préoccupations, bien sûr. Déjà, lorsque j'étais jeune professeur à Sciences Po, je m'étais préoccupé de cette question à propos de la télévision. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu l'idée de me convier aujourd'hui. J'étais convaincu que notre devoir d'historien des médias, et je l'avais lancé pour la première fois en France, j'ai un certain nombre d'étudiants qui depuis ont prospéré, certains sont à la retraite, un certain nombre d'étudiants avec qui ensuite j'ai fait un dictionnaire. Nous sommes attachés ensemble à réfléchir à l'histoire de l'audiovisuel public comme un élément fondamental de l'histoire politique et de l'histoire sociale de notre pays. Et en particulier, nous étions souciés de développer une contribution à un appui au désir que beaucoup des jeunes, des mûrs collègues de l'enseignement secondaire en particulier pouvaient avoir d'enseigner les médias, leur bon usage au service de la démocratie à ce moment-là. Nous avions beaucoup réfléchi à cela. Il faut dire que ces enseignants étaient souvent un peu chagrins devant la télévision. On avait le sentiment que ce nouveau média exerçait une concurrence assez préoccupante. Ils enseignaient l'histoire et Alain Decaux l'enseignait aussi. Ils voyaient souvent les enfants avec des yeux battus parce qu'ils avaient regardé trop tard la télévision. Puis il y avait vraiment un certain nombre d'éléments qu'il fallait dépasser et je ne suis pas absolument sûr que là encore il n'y ait pas une certaine continuité. Rassurez-vous, je ne pense pas que l'histoire se répète jamais et l'intérêt de montrer les continuités, c'est aussi de montrer les différences. Je m'efforcerai dans un instant de le signaler. Déjà, nous étions attentifs à ce que dans le domaine de la presse écrite, une instance comme le Clémy pouvait avoir d'efficace. Il s'agissait, vous savez, avec l'aide des journaux au quotidien, d'aller dans les écoles pour préparer les enfants à une réflexion sur les médias, à la fois une capacité d'en utiliser la provende et dans le même temps d'en critiquer les apports. C'est exactement ce qui s'est fait. Le Clémy, je crois, je dure encore et je souhaite qu'il soit toujours efficace. Certains le représentent peut-être ici. Il y avait l'évidence, en tout cas, qu'il fallait transposer de l'écrit. Pour notre génération, l'explication de texte était une épreuve reine. Il fallait réfléchir à ce qui était un texte
qui l'avait écrit, pourquoi, dans quel cadre, avec quelle intentionnalité, avec quel effet secondaire non prévu, etc. Ce genre de problématique s'appliquait exactement aussi à la jeune télévision, qui désormais avait un grand rôle dans la vie publique de la France comme des autres pays. Et par conséquent, nous pensions qu'il fallait appliquer ce type de problématique que je viens d'invoquer à la télévision, y compris pour tout ce que la télévision disait qu'elle n'avait pas pensé qu'elle dirait dans l'esprit de ceux qui l'avaient faite. Et cela est évidemment quelque chose qu'il fallait sans cesse rappeler, le montrer par la télévision, le cacher aussi, mais qui était néanmoins présent dans le montrer même. En somme, ce qui était su, ce qui était cru et ce qui était tu. C'est presque une formule qu'on pourrait appliquer à d'autres moments, et s'appliquer en particulier à l'effet des nouveaux médias. Donc, il y avait là la mise en place déjà, c'est pourquoi j'ai pris la liberté de le rappeler, la mise en place d'une problématique qui ne me paraît pas être devenue entièrement désuète, qui n'a pas été frappée d'obsolescence aujourd'hui, même si évidemment il faut l'appliquer aux nouveaux défis que les nouveaux médias présentent. Peut-être, c'est un champ immense, vous le considérerez sûrement sous des lumières variées cet après-midi. Je voudrais, on pourra en choisir d'autres, choisir une problématique assez simple qui est celle de l'usage de notre devise nationale. Je veux dire, nous demander, puisqu'il revient aux enseignants aussi d'expliquer à quel point nous y tenons, liberté, égalité, fraternité, nous demander dans ces trois champs ce que les nouveaux médias peuvent impliquer d'apports magnifiques et de défis terrifiants. Et ça marche, dans les trois cas, je vais essayer de vous le montrer, et il me semble que c'est précisément cela qui peut organiser une réflexion chez tous ceux, enseignants et les autres, qui ont à former aux nouveaux médias la critique, la réflexion, au salut des nouveaux médias. La génération du monde se peut impliquer aussi. Si vous prenez la liberté, elle résonne évidemment avec beaucoup de lumière. La liberté, c'est beaucoup de choses dans les nouveaux médias, beaucoup d'aspects de nouveaux médias viennent servir cette liberté. Au fond, le fait qu'au lieu d'un nombre limité, que nous connaissions encore il y a un demi-siècle, d'émetteurs d'informations, je prends au sens large, et de production, qui est également très riche, évidemment, pour employer l'expression production, information que nous utilisons dans les grands organismes de diffusion. Évidemment, la production est aussi une forme d'information. Dans ces deux cas, au lieu d'un nombre limité et contrôlé de lieux d'émission, tout à coup, et ça c'est prodigieusement nouveau évidemment, s'est installé en poudre extraordinaire efflorescence de lieux d'émission d'information. Et ça, c'est probablement la rupture la plus frappante, bien sûr. Certes, les radios que nous appelions locales privées, qui s'appelaient même parfois radio libre, nous disions la radio locale privée parce que c'était nous, les radios libres, enfin, je passe sur ce point, et je sais qui est présent ici. Donc, c'est déjà pour plaisir de tout à l'heure de quelques rencontres amusées. Au lieu d'un nombre limité, donc un grand nombre d'émissions, et évidemment, tout simplement, ça veut dire une liberté d'expression des citoyens, qui a priori pourrait être saluée comme un progrès remarquable. Au lieu de parler simplement aux zinc des cafés, pouvoir s'exprimer, évidemment, et toucher ce que votre propos de citoyen ou de citoyen peut avoir à développer. Encore une question de profondeur de champ, par-delà l'information immédiate et évidemment concentrée. J'ajoute que le phénomène d'une relation différente à la temporalité de l'accès à ces médias change également toute chose. Sa Majesté le podcast est évidemment devenu un élément fondamental de nos vies. Après tout, c'est aussi une forme de liberté que nous pouvons, dans un premier temps au moins saluer, que celle qui nous permet d'aller accéder à des archives radiophoniques ou télévisées, comme on va accéder. Comme on va. Je ne suis pas assez près. Je crois, oui. Mais je n'ai pas senti au fond des espèces de douleurs atroces vues sur les visages. Vous ne m'entendez pas. Mais je très volontiers, je ne peux d'ailleurs. Merci. Vous voulez que je recommence? Oui. Madame la présidente, non. Je vais faire une interro. Je ne ferai pas d'interro, non, c'est fini, j'ai passé l'âge. Pour revenir sérieusement à ce que j'étais en train de dire, c'est l'idée que nous avons une liberté magnifique par rapport à la richesse de la culture. Comme on va prendre un livre sur la bibliothèque, et d'ailleurs parfois la tentation de me dire il est là, dans un jour je le verrai, et je ne vais pas le lire, mais peu importe.
c'est vraiment une possibilité. Et c'est pour avoir un bref moment narcissique, je dirais que dans mon émission Concordance des temps, il y a vraiment un avant et un après 2010, puisqu'avant, quand j'ai commencé un précédent millénaire, en 99, ces émissions, je n'étais pas écouté sur tout le territoire, puisqu'on était uniquement en modulation de fréquence. Ça coulait comme ça, il n'y avait pas de possibilité de le garder, sauf quelques hurluberlus dévots qui gardaient tout cela sur un magnétoscope, ceux des magnétoscopes que Jobert, enfin bon, c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, c'est complètement différent. Depuis 2011, toutes les émissions sont en ligne, et du coup, ceux qui ont, c'est innombrable évidemment, le désir d'aller s'y référer le font très facilement. Bon, ça c'est vrai pour une quantité de choses, et nous voyons bien qu'à cet égard, le changement est formidable et qu'il faut probablement en saluer les avantages. Avec évidemment en face, et là aussi c'est un élément de l'éducation aux médias qui me paraît s'imposer à tous les enseignants, à côté de la profondeur de champ, l'évidence du n'importe quoi. C'est-à-dire la mise à équivalence de la parole de ceux qui le savent, et j'y reviens tout à l'heure, et de ceux qui imaginent, qui disent n'importe quoi. Et c'est là qu'on arrive évidemment à cet ennemi majeur qui existe depuis toujours. Vous voyez Marc Bloch, vous voyez Marie Bonaparte, etc. Mais qui s'est renforcé énormément, je veux dire la rumeur. La rumeur est en soi un sujet, je l'ai pas mal enseigné ça, c'est un sujet absolument passionnant qui fait partie directement, me semble-t-il, de notre sujet. La rumeur, réfléchir à la rumeur, c'est évidemment ce que des étudiants, des élèves doivent apprendre à faire, me semble-t-il, sous la houlette de leurs enseignants. Les Américains s'en préoccupaient déjà, comme vous savez, pendant la guerre de 40, ils avaient fait des cliniques de la rumeur, en demandant à des professeurs particulièrement renommés de bien vouloir donner au nom de leur science, de rassurer les cas intéressants sur les rumeurs, sur les combattants américains et les infirmiers en Algérie, je passe sur le détail. En tout cas, évidemment, un combat. Et puis, bien sûr, il y a le complotisme. Là encore, on n'a pas attendu. Ne soyons pas trop pessimistes en exagérant les effets négatifs des nouveaux médias, mais sachons les voir en face. Il y a toujours eu du complotisme. Nous venons de donner le prix d'histoire du Sénat à un très beau livre de Beaurepaire sur les Illuminati. Vous connaissez cette secte, parce que le nom d'Illuminatum était apparu c'était la Bavière à la fin du XVIIIe siècle, avait disparu et réapparu ensuite sous la plume des contre-révolutionnaires, a prospéré aux États-Unis, sous le nom d'Illuminati. On pourrait dire la même chose sur la synarchie, etc. Chacune de ces illusions, chacun de ces complotismes étant évidemment marqué d'une plasticité telle que ça leur permet de s'adapter à toutes sortes de circonstances et de toucher toutes sortes de naïveté, ou de tous ceux qui, évidemment, devant la complexité extrême et peut-être croissante du monde, cherchent désespérément des explications simples, parfois sans malignité. Il me semble qu'en tout cas, que ceux qui enseignent les médias et la démocratie doivent se saisir de ce souci au premier chef et expliquer comment ça marche, expliquer pourquoi, expliquer comment ça fonctionne, reprendre des exemples concrets, tels celui que je viens d'évoquer, pour conduire à une réflexion de ce genre. Ça, c'est pour la liberté. Pour ce qui est de l'égalité, on peut saluer, après tout, en démocrate, le fait qu'il n'y ait plus de solution de continuité entre les émetteurs de l'information et les auditeurs ou lecteurs intervenants. Je parlais tout à l'heure de ceux qui, au nom de leur autorité intellectuelle, pouvaient détourner les auditeurs, les enfants devenus ensuite citoyens, d'idées fausses, pour fendre ces idées fausses. Et dans certains cas, nous savons bien que ces sachants, comme on dit depuis quelque temps, pourraient abuser de leur autorité, surtout lorsqu'on glisse doucement de la démocratie à la démocratie illibérale en attendant pire. Donc, le fait que les connaissances ne soient pas assénées de haut en bas, mais puissent dans certains cas aller s'irriguer dans des connaissances pratiques, concrètes, etc., c'est évidemment, et ce peut être un progrès et un motif de satisfaction. À cet égard, je pense que la tonalité générale de ceux qui ont enseigné les nouveaux médias au service de la démocratie ne doit pas être une tonalité chagrine. Elle ne doit pas être marquée par une espèce de désespérance, tout se dégrade. S'il y a une chose qu'il ne faut pas, à propos de l'égalité et des autres aspects de vie, qu'il ne faut pas rejoindre, c'est évidemment le côté Caton l'Ancien, Cicéron, au tempora au mores,
Et je ne citerai pas tel ou tel philosophe contemporain qui peuvent parfois se laisser aller, ou historien, au « Ah, c'était tellement mieux avant ». Vous avez 20 ans, quoi. Donc, et puis il y a des choses qui étaient mieux, bien sûr, des choses qui étaient mieux, mais par exemple, je considérerais volontiers que la rhétorique parlementaire était de meilleure facture vers 1910 dans la bouche d'une quinzaine de gens seulement, parce qu'il y avait beaucoup de médiocres, contrairement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dans la Chambre des députés. Donc, vous voyez, tout ça, il n'y a rien de plus, pour moi, finalement, propre à affaiblir l'intelligence et à l'hébéter que de croire que c'était toujours mieux avant. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on est naïf et bête, et en particulier en ce qui concerne l'égalité, retrouver l'équilibre entre la juste indignation devant l'intolérable des iniquités démesurées qui sapent le moral d'une nation, et à cet égard, les nouveaux médias peuvent y jouer un rôle important, et en même temps les ravages de l'envie qui est l'inouïdia, cette espèce de fléau absolu des démocraties, qui mythifie l'autre pour le détester. Donc à la fois ses modes de vie, ses avantages, ses prospérités. Donc l'éducation aux médias, c'est aussi aider à comprendre l'ambivalence de ce genre de situation. On revient à la grande question essentielle des élites. Nous préparons avec la revue L'Histoire un numéro spécial sur le thème des élites, comme pas de pays sans élite. C'est la question de savoir dans quel bassin on va les chercher et dans quel esprit on les forme. Aussi à cette actualité, ça concerne, ça s'éloigne pas du tout du magnifique champ que vous avez à régler avec quelques autres. Donc l'idée que cette idée paraît essentielle et éclairée en particulier. Vous voyez, un autre aspect des choses qui est au cœur du sujet que nous traitons, c'est la question du scandale. La question du scandale. Je vais, par les médias, vous dévoiler un scandale que les autres ne vous dévoileraient pas. Là aussi, il faut raison garder. Là aussi, il faut que les enseignants expliquent à quel point la notion même de scandale est ambivalente. D'abord parce que le scandale, s'il est inquiétant pour ce qu'il révèle, est aussi rassurant puisqu'il le révèle. Et que les pays où on ne révèle pas le scandale, donc ça peut être expliqué, je crois. Et en même temps, apprendre aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, leur apprendre qu'ils ne peuvent pas accéder à n'importe quelle croyance, accepter n'importe quelle croyance, comme quoi tout est scandale, choquant, etc. etc. Il faudrait prendre des exemples, mais vous m'avez donné qu'un quart d'heure. J'essaie d'en faire le moins mauvais usage possible. En tout cas, de tenir mon engagement, ça c'est une réaction de prof, parce que je sais en plus qu'il y aura une sonnerie quand un quart d'heure. Non, le troisième point, c'est tout simplement la fraternité, bien sûr, qui est menacée par quoi? Qui peut être servie, bien sûr, on peut l'enseigner, les nouveaux médias peuvent servir à créer des solidarités ou à renforcer des solidarités, des affinités qui sinon resteraient en quelque sorte virtuelles. C'est très important de pouvoir se rejoindre autour des critères que vous voudrez, mais qui font qu'on s'enrichit aussi de la proximité des autres, dont on est proche, dont on peut être proche. Alors, je peux multiplier les exemples, je ne le ferai pas, mais vous voyez bien ce que je veux dire, mais en même temps, une fraternité qui est menacée par la haine, que servent et nourrissent les nouveaux médias. Il est assez difficile d'imaginer, comme on a fait une médiamétrie, très difficile d'imaginer une mesure de la haine. Ce serait assez intéressant si on pouvait le faire. Le degré, est-ce que Macron est plus haï que Sarkozy, par exemple? Par réfraction, actuellement, c'est une question que je laisse ouverte, mais cette haine, c'est évidemment un élément qui a toujours été très présent. Vous voyez l'histoire, vous voyez l'ostracisme dans la démocratie grecque, bien sûr, c'était déjà extrêmement violent, mais il y avait des systèmes de soupape. Et aujourd'hui, ça n'est pas nouveau avec ça n'est pas... C'est très préoccupant. En particulier, évidemment, ça c'est une donnée majeure à cause de l'anonymat. À cause de l'anonymat de ceux qui parlent. Encore une fois, quand on calomniait quelqu'un au bar zinc d'un café, d'abord, si quelqu'un d'autre l'entendait, il pouvait ensuite vous poursuivre en justice, ça s'est fait quelquefois. En plus, c'était localisé. Ça pouvait se diffuser, mais sur une temporalité beaucoup plus lente aujourd'hui. Vous savez bien que les choses sont tout à fait différentes. La haine, encore une fois, néanmoins, n'est pas nouvelle. Je relisais très récemment les souvenirs de l'immense Tocqueville, les souvenirs de 48. C'est tout à fait étonnant, je vous en renvoie, de voir à quel point il marque, rapportant la violence des affrontements au moment des journées de juin 48, à quel point ces événements, l'écrasement du peuple,
ouvriers parisiens en particulier et artisans, à quel point ça lui paraît plus que prévisible, mais même souhaitable. Il faut en finir. Donc la haine n'est pas uniquement celle de la jalousie de ceux qui ont moins que ceux qui ont. Elle est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'à cet égard, la déraciner, pour qu'il enseigne les pratiques des médias, la déraciner, c'est un devoir premier, ce qui ne doit en rien, évidemment, émonder les motifs, très souvent, quand tel aspect de la démocratie est insupportable, les motifs de lutter contre. Pas besoin de faire des énumérations ou des listes. Donc c'est pas nouveau, mais évidemment, la promptitude de la différence est un problème pour les démocraties parlementaires. N'exagérez pas la différence, mais néanmoins le fait qu'actuellement, ceux qui sont les plus chahuteurs dans notre Assemblée nationale découpent leurs interventions, comme vous savez, pour pouvoir les mettre ensuite sur les réseaux, 3 minutes, et puis au besoin, ils répètent constamment la même chose pour pouvoir, chacun à son compte. Si c'est quelque chose de très violent contre l'idée de l'esquisse de fraternité, d'une solidarité nationale, c'est évidemment plus préoccupant. Et c'est un problème en particulier pour la démocratie parlementaire. Ce serait en soi un sujet qu'on pourrait développer, vous le ferez peut-être tout à l'heure, votre interrogation appliquée en particulier au fonctionnement des parlements, et en particulier au nôtre, parce que là encore, n'exagérons pas l'inédit, la violence à l'intérieur de la Chambre des députés sous la Troisième République a été très très grande. M. Siffton, député d'extrême droite, s'est permis de gifler le général André, tout simplement parce qu'il avait fait une liste, comme vous savez, des généraux républicains, pour tâcher qu'ils ne soient pas brimés par cooptation par l'armée française. Et Herriot a été obligé d'appeler la garde pour obliger un député communiste à quitter en 1850 ou 51 la tribune. Là encore, n'exagérez pas l'idée. Néanmoins, ce qui m'intéresse le plus de notre problématique, c'est la question de savoir en quoi ces nouveaux médias peuvent ou non en exagérer les effets. L'inconvénient est faire que ce qui est obligatoire, c'est-à-dire que ils chantent soit toujours un peu une caisse de résonance des passions contemporaines, que ce ne soit pas seulement ça, que ce soit aussi un lieu de délibération et de réflexion transmis par les médias aux citoyens que cela intéresse. Parfois un peu minoritaire, mais cette minorité ensuite, par osmose, irrigue l'ensemble du fonctionnement de la démocratie. Voilà ce que je voulais vous dire dans le quart d'heure que votre bonne grâce a bien voulu m'accorder. Je dirais que cette réflexion que nous pouvons faire ensemble, que vous allez faire, ne peut que renforcer l'idée de l'urgence du défi que vous avez posé. C'est absolument essentiel. À partir du moment où nous pensons, je pense que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, que la démocratie c'est un bien incroyablement fragile, à partir de là, ce nouveau défi, sous les 3 aspects que j'ai esquissés tout à l'heure, me paraît d'une virulence extrême. Que, évidemment, on retrouve là plus que jamais ces noces difficiles, compliquées. J'ai été un peu des deux côtés, entre l'éducation d'un côté et de l'autre les médias, et pourtant nous sommes là au cœur d'un défi fondamental que notre génération a affronté, que ceux qui viendront après nous vont avoir à traiter. Non seulement je leur souhaite bonne chance, mais je crois fondamental qu'ils y réussissent et qu'ils y déploient et leur énergie, et leur conviction, et leur amour de la démocratie. Merci de votre attention. Merci vraiment, Président. Une petite page de publicité entre deux interventions. Je vous recommande le Rocher de Sustène, tome 2, c'est-à-dire qui traite de la présidence de Jean-Noël Jeanneney à Radio France dans les années donc, de 82 à 86, et puis après aussi le bicentenaire de la Révolution. Enfin, donc l'information bienvenue peut circuler même en dehors des nouveaux médias. Je vous remercie d'en faire la démonstration. Je nomme mon chargé de communication. Merci. Et il y a un autre ouvrage aussi qui est un petit peu plus ancien puisqu'il date justement de 1986, mais pour moi ça partage certains aspects toujours d'actualité. Ça s'appelle Échec à Panurge, c'est-à-dire le service public à la défense. L'audiovisuel au service de la différence. L'audiovisuel. C'est normal que je me rappelle plus que vous. Je l'ai lu il y a longtemps, effectivement. C'était un livre de combat à partir du moment où la droite revenait et qu'elle nous rappelait les émigrés de 1814 avec une force incroyable et avec toutes les menaces que ça représentait
pour l'idée d'une différence de l'audiovisuel public. Dernière intervention de ma part. Vous m'y avez poussé. Oui, c'est moi. On va continuer avec la première table ronde et on va commencer avec Thierry Lefebvre. Mais justement, le mot, vous lui avez tendu un petit peu la perche, le mot de liberté que vous avez prononcé, il va le développer par rapport à l'histoire récente, l'histoire des radios libres. Mais auparavant, je voudrais vous citer un petit sondage, puisqu'en radio, on aime bien les sondages, qui nous servira aussi pour la table ronde numéro 3. C'est-à-dire qu'en octobre dernier, pour Milan Presse, sur 1000 personnes, enfin 1000 adolescents de 13 à 17 ans, on leur a posé différentes questions et on s'est aperçu par exemple que la radio arrivait en 8e position et avant-dernière de toutes leurs sources d'information. Il n'y a que la presse écrite qui est devancée. Donc ils n'écoutent plus trop la radio, surtout pour l'information. Ils écoutent encore quelques radios musicales, mais on verra aussi avec Éric Lucas, qui connaît bien la question. Et donc seulement 12% des ados s'informeraient via la radio. Mais paradoxalement, quand on leur pose la question, quand on leur demande comment ils font, en qui ils ont confiance pour vérifier des informations, parce qu'évidemment les informations, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit le président, mais les informations elles viennent des réseaux sociaux essentiellement, des TikTok, etc. Des Snapchat, enfin bon, je peux donner tous les noms des réseaux. Et d'ailleurs, ils ne regardent plus tellement Facebook, c'est un réseau de vieux. Mais quand ils demandent une vérification, ils demandent en premier à leurs parents. C'est assez étonnant, et c'est plutôt bon signe, mais les parents, eux, ils écoutent encore la radio. Et comme le dit une de mes collègues du comité, les ados d'aujourd'hui, c'est les parents de demain. C'est-à-dire que s'ils n'écoutent plus la radio, demain, leurs propres enfants, comment les rassureront-ils quant à la vérification d'une information? Et ça, on va le développer dans plusieurs tables rondes, c'est tout l'objet aussi du CLEMI et de l'éducation aux médias. Je ne parle même pas des théories du complot auxquelles les jeunes et les moins jeunes souvent sont assez sensibles. Alors, Thierry Lefebvre, après on enchaînera avec Sébastien, et puis Éric Lucas, que je présenterai, nous donnera son expérience. Thierry Lefebvre, qui est membre, vous êtes membre du comité des travaux historiques et scientifiques, le CTHS, ancien maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Cité, et ancien membre du comité territorial de l'audiovisuel de Paris. Alors, on a dit radio libre. Le président Jeannonnet disait avec un clin d'œil que dans les années 80, les radios libres, c'était les radios de service public. Mais les radios libres, alors la liberté, à partir de la fin du monopole en 81, avec le président Mitterrand, la liberté a été le maître mot, libre antenne, libre parole, liberté de communication, même la CNCL, qui a succédé à la haute autorité, a mis liberté dans son intitulé. La pauvre. La pauvre. Ouais, je vous laisse le commentaire là. Et alors, cette liberté, donc, vous allez nous en parler, les radios libres, c'était, j'ai tendance à dire peut-être une utopie ou un mythe en tout cas, parce que bon, ça a bien fonctionné. Mais est-ce qu'on peut faire, et ça c'est plus Sébastien qui nous le dira, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre cette liberté de parole qui semblait totale, enfin qui était en tout cas très nouvelle, et la liberté totale qu'on aurait aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Et quand je dis liberté, on parlera peut-être d'Elon Musk et de TikTok et de Twitter. Lui, c'est plutôt un libertarien. Alors, ma question est ouverte. L'histoire des radios libres, dont vous êtes spécialiste. Passe-moi le micro. Ah non, je donne pas le micro. Censure. Alors comme on n'a pas le bouton pour régler le volume, visiblement je me rapproche du micro, comme ça vous m'entendrez bien, surtout au fond. Alors la question de Philippe était en fait une comparaison qu'on fait souvent entre les nouveaux médias et ce phénomène des radios libres, donc un mythe, une utopie, on ne sait pas. Personnellement, j'ai tendance à ne pas voir de rapport entre les deux. En tout cas pas spontanément, en creusant peut-être, on arrive à des points de ressemblance, mais l'époque est complètement différente, le contexte également, et comme je vois que parmi vous, il y en a probablement très peu qui ont connu les radios libres à proprement parler, et même le début des radios locales privées. Je fais juste un rappel du contexte, parce que le mot radio libre,
il existait avant François Mitterrand. C'est pas François Mitterrand qui a inventé les radios libres. Giscard, Oui, c'est pas Giscard non plus qui a inventé les radios libres, mais il existait auparavant et il était défini par rapport à un seul critère, donc un contexte très très particulier, c'était le monopole d'État de la radiodiffusion et de la télévision. Il y avait un monopole en France, il faut l'imaginer, parce que maintenant on est en train de se plaindre de l'abondance de sources, que ce soit la télévision, sur les radios, sur les réseaux sociaux, etc. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait 3 télévisions, et il y avait un service public de la radiodiffusion qui s'appelait Radio France, que Jean-Noël Jeanneney connaîtra ultérieurement, et dans lequel se trouvaient les radios que vous connaissez encore de service public, c'est-à-dire France Inter, France Culture, France Musique et quelques autres. Et les périphériques. Et à côté, il y avait effectivement, oui, les périphériques, comme tu me le dis, mais les périphériques étaient, en tout cas à cette époque, on parle d'avant 81, une astuce, une sorte de soupape qui avait été mise en place par le pouvoir, à travers la Sophirade et Havas en particulier, pour faire passer de la publicité dans des émissions à caractère distractif, et de ce côté-là, évidemment, Europe 1, RMC et RTL étaient en pointe. Donc il y avait ce paysage qui était assez confiné. Les informations, qu'on les écoutait sur France Inter, sur RTL ou sur Europe 1 se ressemblaient finalement assez, avec des différences liées au parcours politique, évidemment, des rédacteurs en chef, mais ça s'appuyait globalement sur l'AFP, l'agence France Presse, qui fournissait le matériau, et à partir de là, chaque journaliste essayait de trouver une accroche un peu différente de celle de son voisin. Alors les radios libres, donc c'est très précis le terme de radio libre, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. Excusez-moi, j'ai un Covid en fait. C'est bon, c'est moi qui prends, c'est moi qui prends. C'est lui, parce que c'est le plus jeune. Et donc, les radios libres se sont définies par rapport à ce monopole. Donc le but, c'était très simple, c'était d'émettre depuis le territoire français, alors que c'était interdit, sans l'autorisation du pouvoir. Bon, c'était aussi simple que ça. À partir de là, évidemment, il y a des groupes d'opposition multiples, plutôt marginaux, qui se sont emparés du moyen pour faire sortir l'État de sa coquille et pour le faire réagir et pour, idéalement, faire tomber ce monopole. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que j'en ai pour 15 jours d'affilée, et vous risquez de partir. Mais globalement, l'approche qui va être prise, c'est d'abord d'avoir un émetteur. Souvent des émetteurs symboliques. La puissance des émetteurs de cette époque est ridicule par rapport à ce qu'on connaît de nos jours, puisque c'était 10 watts, 40 watts, éventuellement 100 watts, quand on avait vraiment beaucoup de moyens, puisque c'était des petits collectifs qui se réunissaient avec des gens qui n'étaient pas très argentés dans la majorité des cas, et donc on avait peu d'argent, on essayait de se procurer un émetteur, le plus souvent en Italie, puisque le mouvement des radios libres italiennes, Radio Libéré, avait commencé auparavant, et donc il y avait des émetteurs d'occasion en quelque sorte qui étaient disponibles sur le marché français. Un grand bonhomme des années 70, c'est Félix Guattari. Félix Guattari payait souvent de sa poche des émetteurs pour les faire venir à Paris et pour faire en sorte que ses amis de la marge interviennent sur les ondes. Donc voilà, c'était tout simplement ça, et il fallait évidemment proposer des programmes. Alors les programmes étaient très courts déjà, parce que le pouvoir giscardien n'y allait pas forcément avec le dos de la cuillère, avec les radios libres. C'est-à-dire qu'on les brouillait au bout de 10 minutes, 15 minutes. C'est toujours le cas actuellement, hein. Si vous faites une radio non autorisée, vous risquez d'être brouillé très très rapidement. Simplement, il n'y a plus de place. Par exemple, sur la région parisienne, donc ce n'est même pas la peine d'essayer, je ne vous le recommande pas. Donc, on brouillait, on saisissait, il y avait des poursuites devant les tribunaux, etc. Ça n'a pas eu une ampleur
énorme, mais n'empêche que tous ces phénomènes ont existé à l'époque. Évidemment, l'étendard qui était levé face à cette répression, entre guillemets, c'était celle de la liberté d'expression, qui était un propos déjà largement utilisé dans les années 70. Mais il fallait fournir quand même des programmes, du contenu. Et ce programme, ça va être ce qu'on va appeler la contre-information. C'est-à-dire par rapport aux médias officiels, étatiques ou périphériques, privés, eh bien, on allait proposer une information différente, en particulier sur la question du nucléaire. Il y a plusieurs radios qui débutent à partir de 1977 sur le motif de l'antinucléaire et qui vont prouver par A plus B que c'est néfaste, qu'il ne faut pas l'utiliser. Bon, ils n'ont pas convaincu visiblement totalement la population aux dernières nouvelles, mais vous avez ce genre de choses. Vous allez avoir les partis politiques qui vont également s'emparer de la question. Le Parti socialiste est bien connu pour avoir fait une émission, Radio Riposte, dans laquelle François Mitterrand n'était pas présent, mais avait été en tout cas enregistré. Il va y avoir tous les partis vont s'en emparer, même les républicains indépendants, comme on les appelait à l'époque, avec Radio Fil Bleu à Montpellier, etc. Les seuls qui sont réticents par rapport à ça, ce sont les communistes, puisqu'ils sont évidemment très attachés au monopole, comme à tous les monopoles à cette époque. Vous allez voir les syndicats qui vont également s'emparer de ça. La CFDT sera la première à Longwy, suivie quelques mois après par Lorraine Cœur d'Acier, qui sera une radio fameuse de la CGT et qui est curieusement emblématique du mouvement des radios libres, alors qu'elle était sous contrôle de la Confédération, donc de la CGT. Et qu'elle ne disait pas qu'elle voulait combattre le monopole. Ah ben, absolument pas, évidemment, puisque les journalistes qui s'occupaient, et en particulier Marcel Tria, venaient du monopole et de la télévision. Voilà, alors c'est tout ça. Et à côté de ça, il y a des on va les appeler gauchistes. Alors le terme était très galvaudé maintenant. Il est utilisé un peu à tort et à travers, mais des gens qui sont dans des petites organisations et qui essayent de s'emparer comme ça, de passer du palier du tract, du petit bulletin d'information à celui de la radio. Alors, j'ai en particulier étudié la trajectoire d'un ancien de la Ligue de lutte ouvrière qui s'appelait Jean Ducarrois, et j'ai suivi toute sa démarche pour en arriver à être un des grands maîtres des radios libres et à appartenir dans l'équivalent du CTA de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle après 82. Alors Stéphane Hessel, qui était effectivement l'un des sages de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et qui était responsable des mariages des radios en 83, puisqu'il y avait trop de radios par rapport aux longueurs d'onde disponibles, et donc il mariait, par exemple, Radio Verte, qui était à l'origine antinucléaire, avec la nouvelle radio des jeunes, Énergie, et évidemment, qu'est-ce qui est advenu de tout ça? Évidemment, seulement Énergie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais j'en viens un petit peu en arrière. Donc, on va faire de la contre-information. En même temps, l'idée, c'est qu'il faut émettre. Il faut être entendu, même par 10, 20, 30 personnes, mais prouver qu'on a franchi la barrière qui s'opposait à ces différentes radios. Donc, quelque part, ça me fait penser à Marshall McLuhan, le message chez le médium, ou inversement d'ailleurs, c'est-à-dire que émettre, c'était déjà signifiant. Voilà. Alors, j'accélère un petit peu parce que sinon mes camarades ne pourront rien dire. Tout va changer à partir de 81. Donc vous avez compris qu'il y a une multitude d'expériences. Il y a même des petits jeunes qui avaient envie de faire la radio et qui ont monté une radio dans laquelle ils faisaient passer leur type de musique qui leur plaisait. Par exemple, le reggae, qui était peu entendu sur les ondes publiques et privées à cette époque-là. Et ça donnera Radio Ivre, qui donnera ensuite Radio Nova, indirectement. Toutes ces expériences donc, vont
devenir extrêmement significative à partir de mai 81. Mai 81, parce que élection de François Mitterrand, dans la foulée, élection élection de députés majoritairement de gauche, et François Mitterrand n'a pas écrit dans son programme qu'il allait autoriser les radios libres. Il a bien pris garde de ne pas écrire cette chose-là. Globalement, je traduis, c'est très difficile de traduire François Mitterrand, il propose à ces radios libres, sous réserve qu'elles sont des associations, loi de 1981 est significative, de s'exprimer sur les ondes publiques, donc étatiques, donc Radio France, de leur proposer donc de faire de la programmation, la diffusion restant le monopole de l'État. En pratique, c'est sa proposition, mais elle ne pourra jamais se réaliser. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tous ceux qui avaient envie de faire des radios libres, donc ceux qui avaient fait des radios libres avant 81, et puis tous ceux qui sentent une opportunité, se disent assez justement, François Mitterrand ne va pas envoyer les CRS pour taper sur les jeunes qui ont voté majoritairement pour lui, eh bien, vont essayer de profiter de cette occasion pour développer leur projet. C'est à ce moment-là que vous voyez apparaître RFM, Énergie, enfin, un certain nombre des radios que vous connaissez encore aujourd'hui. Fun Radio, qui est une station d'énergie, etc., etc. Donc voilà, il va y avoir ce phénomène. On va créer une haute autorité de la communication audiovisuelle. C'était le premier nom avant Arcom. Et c'est Michel Cotta qui est nommée présidente avec un certain nombre de sages, comme on les appelle, dont Stéphane Hessel, effectivement. Et c'est cette haute autorité qui va autoriser les radios libres, tout en leur donnant un autre nom qui mijotait depuis un certain temps et qui est toujours utilisé de nos jours, c'est le nom de radio locale privée. Quand vous entendez des radios qui vous disent « je suis une radio libre », c'est un abus de langage. Elles sont des radios locales privées, elles peuvent être associatives, elles peuvent être commerciales, mais ce sont surtout des RLP pour les anciens du CTA. Donc à partir de ce moment-là, arrive probablement l'expérience qui est la plus intéressante. Alors bon, comme il faut que je fasse relativement court, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi, puisque j'ai l'air plus âgé que ce que j'ai l'air. Non, plutôt... que je le suis. Que le contraire. Oui, c'est le contraire. J'étais là-bas, là, juste en face. Alors c'est pour ça. Ça la pharmacie. Voilà, j'étais à la faculté de pharmacie de Paris 5, qui s'appelle Université Paris-Cité maintenant. J'étais dans une de ces salles, probablement. Et bon, j'étais intéressé par d'autres choses que par la pharmacie. Il n'y avait pas que ça dans la vie. Et un jour, on m'a proposé d'aller frapper à la porte d'une radio, qu'on appelait encore libre, enfin radio locale privée, qui avait été autorisée donc en 83, qui s'appelait Fréquence Libre. C'était un peu de gauche, je le reconnais. Et j'ai été accueilli à bras ouverts dans cette radio. On m'a présenté le jour même tout le matériel de la radio, qui était analogique. C'est mon grand regret, tout ce qui est analogique. La table de mixage, les micros, le fil qui conduisait jusqu'à l'émetteur, etc., etc. J'ai appris en 2 jours à peu près donc comment m'en servir. Ça ne voulait pas dire que j'étais parfait, loin de là. Mais le 2e ou 3e jour, je me suis retrouvé à la technique à faire des émissions. C'est-à-dire que mon éducation aux médias, elle s'est faite par la pratique à l'aide de ces radios locales privées et elle va perdurer sur une longue période puisque je vais y passer globalement 4 ans dans diverses radios à l'époque. Et donc c'est à ce moment-là que arrive, et je termine là-dessus, le problème qui va se poser à ces radios libres. C'est-à-dire que très rapidement, elles sont en conflit les unes les autres et elles veulent capter des parts d'audience qui paraissent souvent assez dérisoires, en particulier pour les radios associatives. Mais bon, elles veulent être plus entendues que les autres. Et pour être plus entendues que les autres, elles ont pensé qu'il fallait se professionnaliser. Que la professionnalisation était garante, en quelque sorte, d'une montée en puissance et en excellence, pour employer un terme très à la mode, de
leur radio. Or, ce que j'ai pu constater personnellement, c'est que ma liberté en tant qu'animateur, technicien dans ces radios libres a été brisée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a dit globalement, il y a les techniciens qui savent faire la technique, même s'ils savaient la faire moins bien que moi, de par l'habitude que j'en avais, et de l'autre côté, il y avait l'animateur qui tenait un propos sur ceci ou cela. Il fallait thématiser les émissions également, puisque, je ne parle pas des émissions musicales, hein, évidemment, enfin des radios musicales. Il fallait thématiser les émissions. Évidemment, je suis pour complètement, mais moi, à un moment donné, ma dernière expérience, c'est en 89, c'est à Paris FM, d'un certain Denis Clair, et je lui avais bien dit, je voulais faire animateur, parler de quelque chose, on va dire, mais de faire la technique en même temps. Parce que c'était ça qui m'amusait. Les médias, c'est de la technique aussi. C'est pas simplement de la parole, c'est de la technique. Et je suis arrivé dans le studio, et je me suis aperçu qu'il y avait un technicien en face de moi, derrière la vitre. Et à ce moment-là, je suis parti en cours d'émission, et je n'ai plus fait de radio à proprement parler depuis. Je me suis simplement rentré au CSA à un moment donné et écrit des livres sur les radios libres. Donc, pour en finir, je pense que cette éducation aux médias, je ne parle pas de l'information parce que je pense que quelque part toutes les informations sont biaisées. Donc information contre information, c'est à vous de juger, et c'est à vous de vous situer par rapport au monde dans lequel vous vivez. Mais en tout cas, l'éducation aux médias, c'est une éducation technique avant tout. Maîtriser la technique. Par exemple, on parle beaucoup de l'usage des smartphones et des réseaux sociaux. Faudrait-il encore que les personnes qui les utilisent, jeunes comme vieux, sachent exactement comment ça fonctionne, cette machine infernale. Et vous pouvez questionner autour de vous, ça ne sera pas le cas, ça sera des abstractions, on va dire, globalement on met les gens en contact grâce à des ordinateurs qui font ceci, qui font cela, mais en pratique, dans la bête, on ne sait pas ce qu'il y a. Je vais arrêter là. Merci Thierry. Mais, vous pourrez reprendre la parole s'il y a des questions à la fin des interventions, des questions ou des remarques. Alors, on va continuer avec Sébastien Poulain, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, chercheur associé au MICA, vous allez me dire ce que signifie cet acronyme, c'est à l'université de Bordeaux-Montaigne, et administrateur du groupe de recherche et d'études sur la radio, donc le GRER, et cofondateur d'une revue qui s'appelle Radiomorphose. Alors, pour continuer dans l'histoire, mais en arrivant de nos jours, je crois que vous êtes l'inventeur, ou en tout cas le propagateur d'un terme qui est GAFAmisation de la radio. Vous allez peut-être nous en parler. Est-ce que ça veut dire que les radios seraient cannibalisées par les réseaux aujourd'hui, que c'est, comme je disais en introduction, que cette liberté dont parlait Thierry et qu'il disait peut-être différente parce que l'époque sociale et politique est complètement différente aujourd'hui, mais cette liberté totale de parole se retrouverait ou pas sur les réseaux. Et puis la radio, aujourd'hui, on le sait, Jean-Noël Jeanneney l'a dit aussi, ainsi que Madame Le Sage, c'est les podcasts, les web radios, les players, etc., etc. Et bien, on va parler de tout ça. D'accord, avec plaisir. Oui, alors, donc GAFAmisation, non. J'arrête tout de suite, je ne suis pas le premier à l'avoir dit quand même. Hein. Il y a beaucoup de monde sur la planète, et c'est vrai que les GAFAM sont extrêmement connus. Pour la radio aussi. Oui, voilà. Pour la radio, voilà. Donc la radio, voilà, je l'ai effectivement appliqué aux médias radio avec sa spécificité. Effectivement, c'est du flux. Et ça, c'est pas très informatique, c'est pas d'un point de vue technique. C'est pas par rapport au code. Hein, Internet, c'est avant tout du texte, c'est du code. Or, le flux sonore, c'est difficile de le référencer. Et donc, c'est difficile de trouver une place sur Internet avec du pur flux sonore. Voilà, il suffit, vous faites un petit site Internet de pure diffusion d'une radio, voilà, d'une web radio. Ce sera des fichiers.
Oui, de toute façon, c'est transformé en fichier numérique. Mais par contre, c'est assez peu référencé. C'est-à-dire que les robots, c'est des robots, les GAFAM mettent en place des algorithmes, donc gèrent, c'est des robots, quoi. C'est des robots qui travaillent sur le texte, sur le langage, etc., avec les algorithmes. Et donc, le flux sonore, c'est assez invisible pour ces robots. Ces robots, ils veulent du texte. Les métadonnées, ouais. Voilà, oui, parce que il faut qu'il y ait du texte qui soit écrit sur un site internet pour que les robots aillent découvrir ce texte et que le site internet du média, de tout le monde, d'un blog, de n'importe quoi, pour qu'il soit reconnu et qu'il ait une visibilité sur ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire Google. Google, ça c'est un GAFAM. Donc Google référence tous les sites, tout ce qui est produit, tout ce qui est fait sur internet, ou presque tout, parce qu'il y a aussi le darknet, etc. Il y a plein de choses. Mais donc voilà. Et donc ça, c'est un problème depuis l'origine. Mais après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des web radios, même depuis l'origine. D'ailleurs, on a commencé très vite, dès l'invention d'Internet, à créer des web radios. En fait, c'était pas vraiment un flux continu, c'était des stocks. C'était les premiers podcasts. Mais on appelait ça radio. Parce qu'évidemment, le mot podcast, il n'existait pas à l'époque. Podcast d'ailleurs, c'est le langage, vous voyez, qui s'est imposé le langage qui a été GAFAmisé finalement, puisque podcast, ça vient d'Apple en fait. C'est Apple, iPod, voilà, et cast, broadcast. Et donc voilà, donc c'est le début de la GAFAmisation qui arrive assez tôt, finalement. Et donc voilà, et donc pour exister, il y a deux ou trois stratégies. Alors vous pouvez créer votre site internet, effectivement. Donc chaque radio aujourd'hui, ou la plupart des radios ont leur site internet, même des radios associatives locales aujourd'hui sont des radios internationales en fait. Donc ça c'est assez magique, même si c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, après, il suffit pas d'émettre pour être entendu, c'est ça aussi la difficulté. Voilà, c'était un peu, on avait ça aussi il suffit pas d'émettre. Après, quelle puissance? Est-ce que vous avez du marketing? Est-ce que vous avez de la communication? Est-ce que vous avez du référencement pour être entendu, pour être écouté? Et donc voilà, donc sur un site internet, ok. Mais si vous n'avez pas du texte, donc si vous publiez pas des articles, si vous publiez pas, si vous produisez pas du texte, les robots ne vont pas vous voir. Ce qui fait que les personnes, si elles cherchent une radio, elles vont avoir du mal à vous trouver. D'accord? Si vous tapez le mot radio, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une étude en tapant tout simplement parce que c'est des boîtes noires tout ça. On vient de le dire à l'instant, c'est des boîtes noires. On parle de boîtes noires, tous ces algorithmes, tous ces GAFAM, on ne connaît pas. On ne connaît pas le fonctionnement. Et là, on est en train de progresser sur ça avec les nouvelles lois, les lois européennes, etc. En France aussi, avec tout ce qui se passe en ce moment, les nouvelles lois. On va avoir de plus en plus de visibilité sur le fonctionnement des algorithmes. Ils vont avoir le devoir de transparence. Les clés de tri. Voilà, c'est ça. Voilà, les données, le fonctionnement de l'algorithme. Parce que sinon, en fait, on teste aujourd'hui, les chercheurs, ils testent ces algorithmes pour voir les effets. Si je tape radio, qu'est-ce que je vais avoir? Donc ça, j'ai fait cette expérience. Et donc, en tapant juste le mot radio, parce qu'il faut vraiment... C'est des objets tellement complexes que moi, je me suis dit, partons du plus simple. Parce que, voilà. Et donc, le mot radio, sur quoi on tombe? On tombe sur des annuaires. Des annuaires de radio. Des annuaires de radio. C'est-à-dire, vous savez, au début d'Internet, on avait des annuaires. C'est-à-dire que les moteurs de recherche ne sont pas arrivés tout de suite. Google, c'est pas le début d'Internet. Voilà. Donc tout le monde était là. C'était un magma gigantesque de plein de sites Internet, de blogs. Donc avec de multiples acteurs. Ah, donc au début, il y a eu un peu d'organisation via des annuaires, Yahoo, etc. Et donc on faisait des liens, on passait d'un lien à un autre. Donc voilà, un annuaire. Donc vous avez radio, vous partez du mot radio, ensuite radio associative, radio, voilà. Donc c'était une organisation humaine, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des personnes qui fassent le lien entre chaque entre chaque site, parce que sinon ils étaient perdus dans la nature. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, les robots, on a cherché les GAFAM, en tout cas Google, cherche à automatiser, à robotiser la recherche d'informations. Et effectivement, grâce à ça, voilà, quand on cherche le mot radio, on va tomber. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ce travail de GAFAmisation, aujourd'hui, quand on recherche le mot radio, vous pouvez tous tester, vous tapez radio sur Google, vous allez tomber sur des annuaires. Donc voilà, des stocks.
des stocks de flux de radio, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de centaines, voire... alors ça peut aller les petits, ça va être 50 radios, et ça peut aller à des centaines ou des milliers de radios. Donc c'est pareil aujourd'hui avec les applications. Il y a des applications, c'est pareil, on se rassemble, y compris les radios associatives, peut-être que vous pourrez en parler tout à l'heure. On est obligé de se concentrer, de la même façon que Radio France a toutes ses radios sur une seule application. Les radios associatives le font aussi, etc. Et donc il y a des applications qui rassemblent tout, parce qu'effectivement, il y a tellement de radios, en fait, qu'il n'y a pas d'organisation. Et donc, pour avoir une visibilité là-dessus, après, il y a des questions économiques, questions marketing, etc. C'est pareil, il y a toujours de la boîte noire. On ne sait pas comment se passe le marketing, comment se fait la sélection. Donc donc c'est toujours extrêmement complexe. Donc donc des sites d'annuaires aujourd'hui qui sont toujours très vivants. Donc quand on veut écouter la radio, on tape radio, on va tomber sur plein de radios. Et souvent, on va tomber finalement sur les grandes radios, finalement, parce qu'elles-mêmes, elles ont des accords économiques avec l'annuaire, etc. Donc, elles sont mieux référencées. Forcément, elles sont mieux référencées, mais c'est aussi logique, parce que de toute façon, elles en sont plus écoutées. Mais oui, il va y avoir un classement, et on ne sait pas comment ces sites d'annuaires vont classer... comment elles classent elles-mêmes ces radios, effectivement. Mais alors, voilà. Laissons passer la gafémisation. Ces nouvelles pratiques, podcast, vous les voyez comment ? Vous avez cherché là-dessus Justement, alors le podcast, en fait, c'est l'outil pour se faire référencer. C'est ça l'utilité du podcast pour la radio. Et c'est en ça que Radio France est extrêmement puissante. C'est presque la moitié des podcasts qui sont écoutés en France c'est les podcasts de Radio France. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dès que le flux est directement quelques minutes, quelques secondes après la diffusion en flux, est transformé en podcast avec une partie du texte. Donc l'introduction que vous faites dans votre émission, souvent, elle est en partie où il y a des résumés, des synthèses, des propos qui sont tenus. Voilà. Ah oui, la totalité de votre introduction. Voilà. Alors, pas toute l'émission. Un jour, peut-être qu'on en viendra, parce que c'est aujourd'hui extrêmement facile de transformer du son en texte. C'est devenu très facile. Il y a quelques années encore, c'était très compliqué. Vous vouliez transcrire de l'oral à l'écrit. Il y avait de nombreuses erreurs, fallait tout relire. Aujourd'hui, c'est en quelques secondes. Les logiciels de YouTube, vous mettez une vidéo, vous mettez un son, une vidéo, etc. Il retranscrit automatiquement le texte. Et donc là, voilà. Donc là, vous produisez du texte. Et donc là, effectivement, le podcast va vous aider à vous faire connaître des robots de Google. Alors, je parle toujours de Google, mais il y en a d'autres, évidemment. Il y a Quant en France, il y en a plein d'autres. Il y a des concurrents dans différents pays. Il y a beaucoup de concurrents aux États-Unis. Mais effectivement, il y a un travail de Google qui est extrêmement performant. Il est reconnu aujourd'hui encore comme le plus performant, même s'il y a des avantages, des inconvénients, notamment sur la protection des données. Quant protège plus les données. Voilà, chaque moteur a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la performance, Google est reconnu comme encore le plus performant. Mais en tout cas, voilà. Donc, il faut connaître, il y a plein de chercheurs, il y a plein d'agences de com, etc. Il y a aussi Google qui donne des indications sur son fonctionnement, ils donnent des pistes, etc. Ils changent leur politique, et donc il faut à chaque fois rectifier donc, de la production de contenu, la production de blogs, la production de sites internet, pour plaire à Google. Par exemple, il y a eu toute une période où les gens, quand ils écrivaient un texte sur Internet, ils allaient mettre plein de fois le mot-clé. Donc, ils allaient le mettre 50 fois, 100 fois sur leur site Internet pour être certain que quand on tape, pour acheter acheter des tomates, pour être certain que les gens tombent sur le site Internet des tomates. Et donc, voilà. Et donc, voilà, là, évidemment, il y a eu des rectifications de l'algorithme de Google, etc. Mais donc, voilà. Donc, pour la radio, effectivement, si une stratégie pour une radio, pour apparaître dans l'océan d'Internet, c'est effectivement transcrire une partie au moins de l'émission, du programme, en texte, comme ça, les robots, tout d'un coup, ils sont contents parce qu'ils ont un nouveau contenu qui apparaît, un contenu nouveau, souvent, parce qu'en plus, plus vous avez de la qualité, plus le propos est innovant. Il faut se souvenir quand même que Google s'est fondé par des scientifiques, des doctorants, hein, et leurs parents étaient eux-mêmes scientifiques, et donc ils ont pris un peu le modèle quand même de la recherche. C'est un peu un avantage et donc, effectivement, Google aime bien les contenus qui ressemblent un peu à
un propos scientifique, c'est-à-dire un propos innovant. Un propos scientifique, c'est un propos innovant. On n'est pas censé reproduire, imiter, un peu copier. Plus pointu, ouais. Voilà, non, c'est ça. Voilà, produire du texte innovant. De toute façon, c'est et donc, Pardon. oui. Toujours par rapport au podcast, vous avez Oui. parlé des podcasts comme la rediffusion, en gros, du flux, la Oui. mise en fichier du flux et la mise en texte. Oui. Mais il existe de plus en plus, et Madame Le Sage avait évoqué les podcasts tout à l'heure, il existe de plus en plus de podcasts natifs, ce qu'on appelle natifs. Oui. Par exemple, Radio France crée des podcasts Oui. ex nihilo, oui, avec ce que Oui. vous disiez, un intérêt, un sujet historique, ou on a eu des podcasts sur Pétain, qui n'étaient pas à l'antenne. Blue, bien sûr, oui, enfin, les deux. Et comment vous expliquez ça et ce succès? C'est une nouvelle. On appelle ça toujours radio ou pas? c'est toujours une bataille de noms. Hein. Pour certains, c'est les radios pirates, pour d'autres, c'est les radios libres. Bon, bah là, il y a des personnes qui vont appeler... par exemple, il y a un site internet qui s'appelle Arte Radio. Vous avez entendu parler. Bon, bah, ça n'a jamais été de la radio. Enfin, par rapport à la radio définie au XXe siècle, la radio de flux traditionnel, ce n'est pas du tout le modèle traditionnel de la radio. Hein, c'est du stock, c'est des petits stocks de sons qui sont sur un site internet. Donc c'est le podcast avant le podcast. Mais ça s'appelle Arte Radio. Et aujourd'hui, effectivement, une entreprise, une organisation, une association... Aujourd'hui, c'est effectivement très à la mode. Il y a des startups qui créent des podcasts pour les grandes entreprises, notamment pour faire quand ils organisent des tables rondes en interne. Et donc, ça va être des podcasts diffusés seulement en interne, seulement au sein de l'organisation, de l'entreprise. Ou d'autres, ça va leur servir pour leur communication. Et donc, ils vont ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux parce que voilà, c'est de la communication interne ou externe. Et donc là, effectivement, tout le monde peut mettre un contenu sonore sur un site internet. Enfin, c'est extrêmement facile, surtout avec tous les supports qui existent, dont YouTube qui est très bien référencé, parce que ça appartient à Google, comme par hasard. Hein, donc, mais après, les autres aussi peuvent être référencés. Hein, mais c'est vrai que là, il y a plein d'enjeux de concurrence, de conflictualité sur ce sujet. Parce que, voilà, bon, on va pouvoir revenir à la fin de la table ronde avec le public. Je coupe un peu, parce que le temps passe. Et puis... L'aspect historique est intéressant, mais c'est pour en arriver à nos jours et à l'éducation aux médias. Et donc, je voudrais passer la parole maintenant, à moins que tu vouliez ajouter quelque chose. Éric Lucas, qui est délégué national à l'éducation du SNRL, le syndicat national des radios libres, et membre du comité d'orientation et de perfectionnement du Clémy, justement, et auteur, alors un petit quart d'heure de pub aussi, auteur d'un ouvrage, coordinateur d'un ouvrage qui s'appelle Proxémité, non pas proximité, Proxémité. Pour moi, c'est un peu, toute laïcité mise à part, c'est un peu la Bible, la Torah, le Coran, de l'EMI, et je vous le recommande, enfin on va en parler, vous allez nous dire un peu tout ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de QR codes, d'ailleurs c'est très facile à flasher, et on le trouve pour une modique somme en vente sur le site snrl.org. C'est ça? Oui, .fr. Alors, oui, parce que SNRL, c'est une autre société en org. Alors, comme lancement, il y a un terme qui m'a, dès les premières pages, qui m'a interpellé, c'est que vous dites que l'éducation aux médias, l'EMI, est dans l'ADN des radios libres dès les années 80. Oui, merci. Effectivement, oui, je pense que je ne vais pas me contenter de parler des radios, faire la promo des radios libres. Je vais plutôt essayer d'expliquer en quoi tout ça est une affaire au départ de militantisme. C'est-à-dire que l'EMI, c'est pas quelque chose qui est né en 2015, uniquement après Charlie. L'EMI, c'est quelque chose qui était paru beaucoup plus tôt, et on peut déjà dire que des gens comme Célestin Freinet, par exemple, par les méthodes pédagogiques qu'ils pouvaient utiliser, introduisaient déjà des médias dans l'école, faisaient écrire des journaux, et ça, c'est déjà quelque chose d'important pour nous. Il faut se rappeler que dans les années 60, 70, c'était impossible de faire rentrer un journal dans un lycée, que des enseignants étaient parfois sanctionnés parce qu'ils utilisaient un certain nombre de supports pédagogiques non normés, enfin voilà. Et il a fallu attendre un bon moment, donc les années 80, pour voir les choses évoluer. Concernant la radio, par rapport à ça, bon,
je rejoins tout ce qui a été dit sur l'histoire de la radio. Je fais partie de ces dinosaures qui étaient dirigeants de radio en 83, donc avec une notion qui a été oubliée, qui est la notion de radio de territoire. On a parlé des radios de militants, on a parlé des... Voilà. Mais les radios de territoire, c'est-à-dire des gens qui sont groupés sur des territoires pour dire on va faire de la radio, on va parler de notre territoire, on va évoquer les éléments positifs qu'il y a sur ce territoire, et on ne va pas forcément faire de la contre-information, mais on va faire une information qui concerne directement les gens, ou voir dans ce qui se dit, dans ce qui fait partie de l'actualité nationale, voir en quoi, vu de notre vie de tous les jours, ça a finalement un impact. Donc cette notion de radio de territoire, c'est aujourd'hui là-dessus qu'on retrouverait peut-être plutôt ce qu'on appellerait les radios libres. Et en tout cas, nous, au niveau du SNRL, on se retrouve sur cette notion-là. Comment est-ce que les radios libres rencontrent après l'IMI? Ben, c'est quelque chose de complètement naturel. On a vu en 83, moi je l'ai vu, alors moi j'étais à la fois prof et responsable de radio, donc j'ai bien vu ce qui se passait. Et j'ai vu des gamins qui avaient 13-14 ans, qui étaient dans des sections à l'époque CPPN, CPA, donc des élèves en difficulté, rejetés par l'école. C'est-à-dire que ces fameux élèves, on disait qu'ils ne s'adaptaient pas à l'école, c'est juste tout simplement que l'école ne faisait pas l'effort pour s'adapter à eux, ne l'oublions pas. Et donc ces élèves qui sont retrouvés parfois au micro, et d'un seul coup ils disaient mais ils savent parler, mais ils savent aligner des phrases, mais ils sont capables d'aller rencontrer des gens, de leur poser des questions, alors qu'à l'école ça marchait. Et c'est là que finalement on a été un certain nombre en France à se dire mais bon sang, quel pouvoir la radio, quel pouvoir le fait de laisser le micro, de laisser la possibilité d'expression à des jeunes. D'ailleurs, on le sait bien, parmi tous les animateurs, journalistes aujourd'hui qui ont les pompes un peu plus grisonnantes, il y en a beaucoup qui sont issus directement de ces mouvements spontanés dans les radios. Mais tant qu'on fait ça, on ne fait pas de limite. On donne juste la parole. Et là-dessus, nous, les radios, on a quelque chose auquel on tient. C'est la notion de donner la parole aux sans-voix. SANS, aux sans-voix. Et parmi les sans-voix, il y avait bien, et je ne sais pas si c'est pas encore valable, il y avait bien les enfants, les ados, les jeunes adultes, avec une parole qui n'était pas du tout écoutée. Tais-toi, t'es trop jeune. Voilà, c'était ça en gros l'idée. Et en fait, cette parole même des enfants n'était pas finalement respectée. Donc on a eu cette deuxième idée qui était de dire il faut qu'ils puissent être entendus sur les territoires, être entendus par les autres générations, être respectés aussi, et il faut leur apprendre à ces jeunes à rentrer dans la capacité de relation intergénérationnelle avec d'autres, de sortir du communautarisme jeune-jeune, les jeunes parlent aux jeunes, mais les jeunes parlent aussi aux autres générations. Et puis vient après la vraie démarche de l'IMI. C'est-à-dire on se dit, c'est bien de donner le micro spontanément, de donner l'outil, oui, mais c'est pas comme ça qu'on va vers une éducation. Et le mot qui est tout de suite monté, c'est le mot de responsabilité. C'est-à-dire on ne dit pas n'importe quoi, on ne travaille pas n'importe quoi. À partir du moment où on envoie un message, quelle qu'en soit la forme, vers un public, surtout un public divers, il faut peser la responsabilité qu'on a dans ce qu'on dit. C'est toujours d'ailleurs ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, quand nous intervenons dans des écoles. Et à partir de là, on s'est dit, il faut faire de l'éducation, il faut faire des ateliers, il faut aller vers les écoles. Alors je me souviens personnellement d'une rencontre avec quelqu'un qui s'appelait Josiane Savino, qui était à l'époque au Clémy, ça devait être vers 84 ou 85, j'étais allé la voir en lui disant, la radio, ça marche, il faudrait qu'on puisse sortir des élèves de l'école pour les amener dans les radios. Et elle me répond, mais non, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut faire rentrer les médias dans les écoles. Tiens, j'y avais pas pensé, mais oui, effectivement, c'est ça. Et c'est là qu'apparaît le Clémy. Et le Clémy, donc, à partir de 83, qui va jouer ce rôle capital d'essayer de structurer et d'organiser l'éducation dans les établissements scolaires. Pendant ce temps-là, les radios continuent à monter des ateliers, mais des ateliers avec une logique qui est la même d'ailleurs que celle du Clémy, être acteur des médias. On ne progresse en termes de compétences qu'à partir du moment où on fait. Et c'est vrai qu'on reste toujours sur cette logique, sur cette dynamique. D'ailleurs, ça s'est confirmé petit à petit, puisque si on prend quelques dates importantes, en 2015, après Charlie,
Que décide Najat Vallaud-Belkacem? Elle dit il faut un média dans chaque école. Peu importe le média, il faut un média dans chaque école. Quelques années plus tard, c'est l'idée, en 2022, c'est une web radio, un par un, enfin, l'idée qu'il faut développer des médias dans les écoles. En termes de radio, juste pour donner un petit détail, entre le début des années 80 et le milieu des années 90, il y a 26 radios qui se sont montées dans des établissements scolaires. Donc des radios en milieu scolaire. Et avant la web radio, il y a eu des radios en milieu scolaire. Et il y a même eu, donc cet exemple-là je le connais bien, un enseignement radio dans un établissement qui a été validé par l'Éducation nationale et qui donnait accès pour les élèves qui y participaient, et donc pour les profs qui l'encadraient, au bulletin trimestriel, au dossier de bac, etc., etc. Et on avait derrière l'idée, nous, qu'il fallait que ça puisse se démultiplier. Bon, ce qui maintenant est plus difficile avec la façon dont le lycée s'organise. Donc, de fait, nous avons toujours, du côté des radios libres, essayé de développer au maximum sur les territoires des possibilités de répondre aux attentes des enseignants, mais la possibilité aussi de formaliser des propositions d'ateliers, clairement. Hein. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une histoire d'institution, c'est une histoire d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que sur un territoire, on ne va pas dire c'est le collège machin qui va travailler avec la radio machin, c'est le fait du hasard qui fait que dans tel collège, il y a tel enseignant, tel principal ou tel proviseur dans un lycée qui est OK pour qu'il y ait une espèce d'ouverture vers l'éducation, ou dans les radios qu'il y ait des gens qui soient prêts à s'engager dessus et qui aient les compétences pour le faire. C'est le point sur lequel nous, on intervient dans ce bouquin, sur la pédagogie radiophonique. On dit oui, allez rencontrer les jeunes, allez rencontrer les élèves, travaillez avec eux, mais pas n'importe comment. Pensez d'abord à qui vous vous adressez et ayez une vraie démarche pédagogique. On peut être un excellent journaliste et un horripilant pédagogue. De même qu'on peut être un excellent pédagogue tout en n'ayant pas forcément un énorme bagage universitaire. La pédagogie est une chose vraiment très... Alors je sais que ça peut choquer ce que je dis là, mais d'ailleurs je le dis volontairement. Mais de fait, la pédagogie, hein, on se pose la question, qui je vais rencontrer? Qui est-il? De quoi a-t-il besoin? Comment est-ce qu'il va être capable d'acquérir des nouvelles compétences? Et comment je vais faire pour que justement ils puissent les acquérir? Et quelles sont les compétences que nous on veut leur faire acquérir? Je ne suis pas d'accord, c'est pas la technique radio. Je dirais nous on s'en fout. Voilà, c'est pas la technique radio. Nous ce qui nous intéresse, c'est la capacité citoyenne à décoder une information, la capacité à créer de l'information, à analyser. Et on veut développer en fait, ça se retrouvera sous deux mots, les capacités critiques citoyennes et les capacités de discernement. Et pour nous, le discernement chez les jeunes, il se situe à deux niveaux. Il se situe dans le discernement par rapport à ce qu'on consulte comme information, et on sait aujourd'hui à quel point les jeunes sont menacés, et pas seulement les jeunes, par ces flux d'informations, mais le discernement aussi dans la production de messages médiatiques qui peuvent passer par la radio ou par d'autres supports. Double discernement, quand je lis, quand je découvre, quand j'apprends, et quand moi-même je m'exprime. Voilà, en quelques mots, je ne veux pas rentrer dans toute la logique du bouquin, mais le bouquin lui-même dit deux choses. Voilà le langage des établissements scolaires, voilà le langage des radios, voilà comment on peut se croiser. Comment avoir une approche par compétence et non pas uniquement sous une approche sous une idée un peu ludique, on va faire des ateliers. Non, on sait ce qu'on veut faire. Et puis il y a également quelques propositions, par exemple par rapport aux fake news. Il y a quelques années, on n'intervenait pas sur les notions de fake news. En fait, l'information, dans les années 70, c'était la critique de l'image, la pub et la politique. Après, ça a été la télévision. Et puis aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, évidemment, l'Internet, et tout ce qu'on peut fabriquer avec les nouveaux outils numériques, avec l'intelligence artificielle, si le mot intelligence est bien adapté, pour justement fabriquer de la fausse information, manipuler et finalement, quelque part, à un moment, soumettre les citoyens et porter atteinte à la liberté et à la démocratie, pour reprendre les deux mots qui ont été utilisés dans un premier temps.
Pour essayer de synthétiser quand même les deux positions qui ne sont pas, à mon avis, complètement antagonistes, quand Thierry parlait de technique, moi je l'ai entendu pas seulement la technique technicienne électrique, mais la technique radio au sens large, hein, tu me diras. C'est-à-dire que par exemple, apprendre à poser sa voix, apprendre la scansion, apprendre tout ce qu'on va développer dans la table ronde numéro 2 et peut-être 3 aussi, tout ce que, petit quart d'heure de pub, tout ce que Emmanuel Davier, parce que j'ai parlé du livre du SNRL, mais il faut aussi lire Interclasse. Emmanuel Davier, médiatrice de Radio France, aujourd'hui, a été à l'origine, à la demande, en 2015, à la demande de Laurence Bloch, directrice de France Inter, et à la suite des attentats Charlie Hebdo, Hypercacher, etc., du programme Interclasse. Alors, la technique au sens large, on va dire, hein, et donc l'analyse du message, comment on écrit, c'est aussi, quelque part, pour moi, la technique radiophonique au sens large. Et je terminerai avec 2 chiffres qui m'ont étonné. Le SNRL estime que par an, près de 30 000 jeunes bénéficient des interventions en EMI de radio locale. Confirmé ? Oui, alors on va réaliser cette année une enquête très affinée sur le nombre de jeunes qu'on rencontre, le nombre d'heures, etc. De façon à être très, très, très précis. On va mener ça conjointement avec nos amis de la CNRA et de façon à avoir une vraie image nationale. Une enquête qui sera à la fois quantitative et qualitative. Donc on veut effectivement affiner ce chiffre. Mais attention, hein, c'est les radios libres, c'est 700 fréquences en France. C'est au niveau du SNRL, c'est 350 radios, acteurs, pour la plupart impliqués. Faites le compte vite fait. Hein, si chaque radio rencontre 2 ou 3 classes, ne serait-ce que dans une année, le chiffre de 30 000, on y arrive. Nous, on est présents sur tous les territoires, beaucoup moins présents sur Paris. Hein, parce que c'est plus difficile d'avoir des fréquences sur Paris, bien évidemment. Mais on est très présent sur les territoires, en Outre-mer aussi, et avec nos collègues de la presse quotidienne régionale et nos collègues des hebdos locaux, etc., on est parmi les gens qui sont en capacité de pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire français, chacun avec sa spécificité. Et en cela, vous êtes complémentaire de l'autre chiffre que je voulais donner, qui est le chiffre de Radio France, enfin de Interclasse, puisque dans les 5 premières années de la création d'Interclasse, Emmanuel Davier dit que c'est 1400 personnes qui ont bénéficié des séances. Alors évidemment, ça fait moins, mais d'abord, c'est qu'en région parisienne, ce n'est que dans les lycées et collèges de ZEP, puisque c'est le projet, et puis évidemment, il passe peut-être beaucoup plus de temps à produire une émission, puisque ces émissions sont, je le rappelle, passées à l'antenne de France Inter. Vous pouvez les entendre l'été ou au cours de l'année dans l'émission Interclasse. Voilà. C'était un petit quart d'heure de pub. J'ai oublié tout à l'heure de dire, puisque vous parliez de territoire, les radios locales Histoire, Territoire et Réseau, sous la direction de Thierry Lefebvre et Sébastien Poulain, dédicace ici, gratuite. Et puis il y a aussi Trouble dans les bénévolats. Beaucoup de bénévoles dans les radios. On va parler de bénévolat, oui. Voilà. Alors maintenant, la parole circule dans la salle. Ah, pardon, président. La parole circule. Réaction aux très intéressantes interventions de mes collègues, en particulier sur les radios locales privées ou radios libres. Il y a d'abord l'idée que ce soit des radios de territoire, c'est fondamental. Je crois vraiment que vous avez tout à fait raison de le dire. Nous avons cherché, j'ai fait une trentaine de radios quand j'étais président, on a cherché des radios de pays. Le pays au sens traditionnel, c'était assez pays. Aujourd'hui, ça pose d'autres problèmes, mais je n'entends pas sur ce point. En revanche, je voudrais être un peu plus détaillé sur la question que vous me paraissez avoir un peu évacuée, c'est la question de la publicité sur les radios locales, sur les radios locales privées. Il y a eu un vrai débat essentiel que nous avons assisté, évidemment, vu de mon balcon de Radio France, sur la question de savoir s'il fallait autoriser ou non les radios locales privées à faire de la publicité. C'est évidemment fondamental. Et Georges Filiou, ministre de l'Information, s'était engagé à ce moment-là sur l'incitation du président Mitterrand à dire qu'il ne fallait pas de publicité, parce que la publicité était supposée arriver un peu comme un chancre destiné à peser sur, à polluer finalement. C'était Mauroy. C'était ça qu'on... Voilà. C'était Mauroy qui était hostile. Mauroy et même Filiou qui avait suivi Mauroy. Je voyais plus Filiou que Mauroy. Et à ce moment-là, sous l'influence notamment de Jacques Attali, je crois que c'est depuis les États-Unis, un jour...
changeant de pied, Mitterrand a dit qu'on allait l'autoriser. Ça a changé énormément de choses, évidemment, puisque ça a créé des concurrents spécifiques. Et ça a abouti à renforcer les radios qui étaient des radios tricheuses. Vous avez cité Énergie, c'est vraiment tout à fait topique. Énergie a émis avec une violence que n'autorisait absolument pas la haute autorité. Au point que Paul Guimard, qui était membre de la haute autorité, prétendait qu'il entendait Énergie sur son rasoir électrique depuis les portes de Bagnères. C'était évidemment très excessif. Mais enfin, c'était resté comme un exemple topique. Je l'avais vivement encouragé à le dire au président Mitterrand, qui a fait semblant de ne pas savoir. Mais bref, vous avez tout à l'heure évoqué la dialectique de François Mitterrand. Donc c'est pas notre sujet. Mais c'est très très important. Et à partir du moment où ça s'est fait, ça veut dire que des radios qui avaient triché ont été encouragées à tricher. Et par rapport à l'histoire de la haute autorité, ça a été un moment décisif. La haute autorité a décidé de priver pour un certain temps du droit d'émettre Énergie et deux ou trois autres radios qui trichaient constamment. Sur quoi? Énergie, avec un sens de la communication remarquable, a fait circuler un défilé à Paris, précédé par Dalida, qui a dit, et tel ou tel médiocre chanteur d'autre part, pour dire on nous prive de la liberté, les jeunes n'ont plus la parole, insupportable. Et alors que la haute autorité avait décidé ce que je dis, de gommer le glaive, le Premier ministre Laurent Fabius a suspendu le glaive en disant on ne va quand même pas s'en prendre à une radio de gauche. Il est évident que Baudecroux et Énergie étaient des radios de gauche, c'était n'importe quel esprit lucide pouvait s'en apercevoir. De telle sorte que la haute autorité a subi à cet égard un coup assez grave. J'avais vu à ce moment-là, évidemment, le nouveau Premier ministre Fabius, qui détestait la haute autorité. J'ai eu une conversation, notamment sur ça, mais sur d'autres choses, avec lui, à peine arrivé à Matignon, et surtout Michel Cotta a eu des conversations importantes avec lui. Il a complètement changé par rapport à l'esprit qui était celui de Mauroy, qui était un esprit tout à fait différent, de tolérance. Je n'entre pas dans le détail, je raconte en particulier dans mes mémoires tout cela en détail, et je raconte un entretien avec Laurent Fabius sur l'idée qu'on pouvait se faire d'indépendance des organes de radio et de télévision, qui fait qu'il m'a attendu l'autre jour une main assez froide. Oui. Pendant que vous méditez à vos questions, juste pour répondre à deux points. Donc la publicité en pratique était interdite dans la loi de 81 de tolérance et la loi de 82, mais elle existait déjà, en particulier sur Énergie, mais pas que sur Énergie. Et François Mitterrand décide effectivement, sans trop prévenir son entourage, en 84 d'autoriser la publicité. C'est une interview de Gonzague Saint-Brice dans l'avion qui le ramène des États-Unis. Et le phénomène est déjà largement entamé. Il y a et en particulier une autre chose qui est interdite dans la loi de 82, ce sont les réseaux. Or, les réseaux existent déjà à cette époque-là. La publicité, elle est clandestine, mais elle existe à cette époque-là. Et c'est ce qui va détruire cette attente, on va dire, de 2 ans, un certain nombre de radios qui étaient, on va dire, propres, qui essayaient de s'en sortir avec leurs moyens et qui vont être détruites, voire rachetées par ces radios de réseau. L'autre point, c'était par rapport à l'origine donc aux travaux du Clémy. Il faut rappeler qu'avant le Clémy, il y avait une institution en France qui a malheureusement été progressivement détruite, qui s'appelait la radio-télévision scolaire, qui a été imaginée par Jean Zay dans les années 30 et qui a perduré comme ça pendant un certain temps. Et donc vous évoquiez Josiane Savino. Josiane Savino, je crois, était plutôt nouvelle littéraire. Il s'agissait plutôt de Geneviève Jacquinot, qui travaillait sur ces propositions à cette époque. Et je signale juste une histoire que je connais bien pour avoir travaillé dessus, c'est celle d'un collège qui a été créé à Marly-le-Roi, collège expérimental audiovisuel, donc créé en 1966, dont l'une des premières enseignantes fut Geneviève Jacquinot, professeure de sciences et communication et qui jouera un grand rôle dans l'établissement du Clémy ultérieurement. Dans cette radio, il y avait un studio de télévision et la possibilité également de faire de la radio avec une régie, etc. Or, les enseignants qui pratiquaient à l'époque
connaissaient très mal et avaient une idée assez, on va dire, péjorative de ce qu'était l'audiovisuel. On parlait d'idiovisuel à propos en particulier des élèves à cette époque-là. Et quand on produisait quelque chose avec les élèves, c'était toujours encadré. C'est-à-dire que les élèves n'avaient pas le droit, même si ça n'était pas diffusé sur les ondes hertziennes, n'avaient pas le droit de produire leurs propres émissions. Et c'est bien là aussi un problème, c'est qu'on ne leur fait pas confiance. On leur fait confiance à partir du moment où ils sont normés. Ils correspondent à une façon de faire de la radio, à une façon de s'exprimer qui est variable selon les périodes. On l'a bien dit, avant c'était critiquer la publicité, ensuite ça a été critiquer la télévision, maintenant c'est critiquer ceci. Ça change, ça changera encore, je peux vous l'assurer, dans les années qui vont venir, et c'est un point important. Enfin, dernier point, effectivement, l'aspect local, je suis tout à fait d'accord, j'ai oublié de préciser que toutes ces radios ne pouvaient émettre qu'en modulation de fréquence. Or, la modulation de fréquence émet depuis l'émetteur jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire 40 km, et donc c'est forcément local, parce que ça coûtait moins cher aussi. Peut-être pour la publicité. Un dernier mot, après je me tairai. Je voudrais rappeler que nous avons peut-être le micro, oui. Madame. Est-ce qu'il y aura des questions? Oui, sinon on va se poser des questions entre nous. Il y en aura une là-bas. On va susciter des questions. Salut Tarek. Dans la même ligne, simplement que nous avons redonné vie à Radio Sorbonne, qui était nous avions tous une génération souvenir excellent de ça. C'est aussi de la pédagogie. Nous aimions beaucoup le slogan que nous avions inventé nous-mêmes pour Radio Sorbonne: heureux les fleuves qui suivent leurs cours dans leur lit. Oui, je voudrais juste ajouter une chose pour répondre à la question d'ADN. C'est qu'il faut dire aussi, pour ce qui est des radios libres, la France a imaginé le meilleur système en France, au monde, le meilleur système au monde, pour permettre à des radios citoyennes, des radios de territoire, de pouvoir vivre en inventant le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et qu'y a-t-il depuis le début dans le fonds de soutien à l'expression radiophonique? Il y a la valorisation des actions qui sont faites en matière d'éducation, éducative, etc. Donc, dès le départ, si je prends le cas de l'Irlande, nos amis d'Irlande, ils n'ont pas de fonds de soutien, mais ils sont financés par l'État pour les actions d'éducation qu'ils mènent avec la radio, entre autres avec les publics fragiles, les publics sensibles. Et on voit un peu la même chose aussi chez nos amis africains, où par exemple les radios, comme tu disais tout à l'heure, les radios publiques qui diffusent des programmes éducatifs sont importants. On a vu aussi le soutien à un certain nombre d'initiatives. Je pense à Libreville, par exemple, je pense à Kikine au Sénégal, où on a vu se développer aussi des situations d'expression par les jeunes, donc en éducation, tout en restant sur le rôle de la radio publique d'information et d'éducation. Et RFI, oui, comme vous le disiez, Tarek Mami a aussi fait des choses dans ce domaine, bien sûr. Justement, il y a une question là-bas. On va faire Tarek Mami. deux questions, on a déjà un quart d'heure en retard. Ouais. Deux questions. Vous aussi, vous avez une question? Une question, c'est ça? Bonjour, Tarek Mami, la Radio France Maghreb 2. Moi, j'ai eu à connaître toute cette trajectoire de 1981 à ce jour, en subissant le bon côté et le mauvais côté de la chose. Le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de radios, j'allais dire, dans la diversité des thématiques de la région, et nous avons une grosse bataille que nous avions menée aujourd'hui, l'ARCOM même, sur le fameux DAB, qui s'appelait RNT, avec tous les soubresauts. Par exemple, sur cette DAB RNT, les quatre grands réseaux radiophoniques, pour ne pas les nommer, RTL, Europe, RMC et j'ai oublié la quatrième, et en partie le service public, ne voulaient pas de cette radio DAB, ne veulent toujours pas dans l'absolu de la radio numérique, parce que la radio numérique ramène en gros 30% de nouvelles radios sur la zone. Et comme vous l'avez dit, M. Jeannenet, c'est une histoire de gâteau, d'argent et de publicité. Plus il y a de radios sur une ville, plus ces radios peuvent grignoter, même si c'est à la marge, un peu de recettes, ce qui ne fait pas les affaires. Et il a fallu qu'il y ait en gros deux époques ARCOM, celle qu'on appellerait l'époque Meillard, et puis l'époque Curien, où on a forcé les grands réseaux à y aller, et à défaut, s'ils n'y vont pas, ils perdent ces fréquences.
Alors, comme on a vu que certains pays du Nord ont arrêté la FM, donc le calcul était fait. Si on n'y va pas aujourd'hui, on risque de ne plus avoir de radio. Et sur les radios dans les collèges, et donc l'éducation, les jeunes et tout ça, moi, donc le cofondateur avec moi de Radio France Maghreb, paix à son âme, avait l'autorisation dans son collège Lucie December à Créteil, un studio installé par la direction où toute liberté était donnée de production. Bien sûr que l'émission n'était pas diffusée hors collège ou hors lycée, mais j'y étais et c'était une vraie radio libre. Et l'intérêt de cette expérience dans ce collège, c'était d'initier les jeunes qui voulaient faire de la radio à connaître qu'est-ce que c'est qu'une table de mixage, qu'est-ce que c'est qu'un CD, comment ça tourne, et les logiciels. Et comme on avait un partenariat avec ce lycée, donc on prenait des petits bouts d'émissions qu'on diffusait à la radio, ce qui faisait plaisir à ces élèves et qui donnait donc des envies. Il y avait peu qui sont sortis. Donc, si vous voulez, nous avons la chance en France, quand on compare aux autres radios, d'avoir ces possibilités, même s'il faut se battre tous les jours. Et puis, ce n'est pas devant le CTR de Paris que je vais dire ici, mais nous, par exemple, à France Maghreb 2, on a eu une demi-fréquence en 1987 sur Paris. Et à ce jour, le boulet, on ne peut pas l'enlever parce qu'il n'y a pas de place sur la bande FM et qu'à la limite, il faut faire des prières tous les jours pour qu'il y ait une radio de Paris qui fasse faillite, pour qu'on puisse candidater, pour qu'éventuellement le CSA nous donne une fréquence. Donc vous voyez, c'est pas un fleuve qui est dans son lit, là, hein, c'est un fleuve en dehors de son lit complètement, mais c'est une belle expérience. Moi, j'ai été voir comment on a créé les radios libres au Maroc, et je termine là, merci, en Maroc et en Tunisie. En Tunisie, ils ont essayé de copier le modèle français, sauf que ça a dérapé, parce que comme il n'y a pas de fonds de soutien, donc c'était ceux qui voulaient contrôler le monde de la radio, qui l'argent c'est en espèces, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a rien, et derrière, ils étaient des petites radios. Par contre, au Maroc, la catégorie A est une catégorie payante. Ça veut dire quoi payante? Quand vous déposez votre dossier de candidature, il faut amener la preuve que vous avez l'argent du projet que vous déposez sur la table. Donc voilà, quand on compare les différentes expériences de ces radios libres, on voit que le modèle français reste quand même l'un des modèles, pour moi le meilleur et le plus ouvert, dans lequel il faut avoir du souffle, comme moi et comme beaucoup d'autres ici, pour se battre de 1981 à ce jour et de continuer à exister. Merci. Oui, on va passer à la deuxième table ronde. Hein. Remercions infiniment les membres de la première table ronde. Oui. Juste un petit mot, Philippe me demande de rappeler. On a réalisé au SNRL l'interview de Jacques Gonnet. Pour une heure d'interview avec Jacques Gonnet il y a 2 mois à peu près, pour les 40 ans du Cléby. Vous pouvez le retrouver sur le site du SNRL. C'est le fondateur. C'est un témoignage qui est intéressant à C'est le fondateur, oui. Et il a dirigé de 83 à 2004. Hein, c'est une parole intéressante. Merci. Merci. Je t'ai fait